Vous vous souvenez du secret de la licorne d'Hergé? Un fier vaisseau de Louis XIV a quitté Saint-Domingue et cingle vers l'Europe en emportant une cargaison de rhum. Ils sont partis depuis 2 jours et ce matin-là, par bonne brise, la licorne vogue grand largue, tribord à mur, lorsque soudain de la hune tombe un cri. Pour Tintin et le capitaine Haddock, c'est le début de la chasse au trésor. Mais pour les passagers de la Méduse, c'est le point de départ d'un drame épouvantable. La Méduse quitte l'île d'Aix le 17 juin 1816 avec 3 autres bateaux. L'escadre doit aller rétablir la présence française à Saint-Louis et à Dakar et installer le nouveau gouverneur, Julien Schmaltz, un esclavagiste notoire. Ils doivent faire relâche à Madère et à Tenerife. Le capitaine de la Méduse, du roi de Chaumareix, est un royaliste émigré qui n'a pas navigué depuis 25 ans. Ses relations avec son équipage sont épouvantables et il ne fait confiance qu'à Richefort, un officier qui se vante à tort de bien connaître les côtes. Avant d'arriver à Saint-Louis, il faut éviter le terrible banc d'Arguin. Il faut pour cela dépasser largement le Cap Blanc, puis virer vers Saint-Louis du Sénégal. Mais Chaumareix est trompé par Richefort qui confond le Cap Blanc avec un point situé beaucoup plus au nord. Il fait donc virer la Méduse beaucoup trop tôt et l'envoie en plein sur le banc d'Arguin. Le 2 juillet au matin, la mer commence à changer de couleur. Des herbes apparaissent et le fond se rapproche dangereusement. Quand il n'est plus qu'à 15 mètres, le capitaine décide enfin de changer de cap. Mais trop tard, la Méduse touche 3 fois et s'immobilise. Les tentatives de renflouage vont se succéder sans succès. Comme il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde, Schmaltz propose de construire un radeau pour rejoindre la terre en convoi. Le 4 juillet, la Méduse semble sur le point de se remettre à flot. Mais dans la nuit, un coup de vent repousse le bateau sur le banc. La mer détruit le gouvernail et l'eau s'engouffre dans la brèche. Le 5 juillet au matin, ordre est donné d'abandonner le navire. Dans une panique et une confusion indescriptibles, 17 personnes restent à bord de la Méduse, 233 passagers montent à bord des canots et de la chaloupe, et comme dans le Titanic, les officiers refusent que les places restantes soient occupées par d'autres personnes. 149 marins et soldats, dont une femme, montent à bord du radeau. Le convoi se forme, mais très vite, il se désagrège. En effet, les canots de tête rompent les amarres et disparaissent, puis le gouverneur Schmaltz décide de couper la corde qui retenait encore le radeau. Avec 149 personnes serrées les unes contre les autres et avec de l'eau jusqu'à la ceinture, le radeau navigue sans boussole, sans gouvernail, sans aviron, sans cordage, avec 4 barils de vin, 2 barils d'eau douce et 12 kilos de biscuits de mer qui tombent justement à la mer. Une fois qu'on a distribué cette purée de biscuits, dès le premier soir, il ne reste plus rien à manger. La première nuit, la tempête se déchaîne. 20 personnes meurent dans les vagues qui déferlent. Mais la deuxième nuit, c'est l'horreur. Les hommes ivres ou devenus fous commencent à se battre ou à essayer de détruire le radeau. Tout cela dégénère en une sanglante bagarre à l'arme blanche au cours de laquelle 65 personnes disparaissent. Le 3e jour, certains commencent à manger les cadavres restés sur le radeau. Ceux qui ne se décident pas mangent leur baudrier, du linge ou bien le cuir graisseux des chapeaux. Le 4e jour, il y a un répit. Un groupe de poissons volants s'abat sur le radeau. Les poissons sont cuits avec de la viande humaine et mangés par les rescapés. Mais la nuit suivante, une nouvelle bagarre sanglante tue 30 personnes. Le lendemain, afin d'épargner les provisions et d'alléger le radeau, on décide de jeter à la mer les survivants les plus mal en point, dont la seule femme présente sur le radeau. Les rescapés commencent à boire leur urine et les requins commencent aussi à tourner autour du radeau. 7 jours plus tard, l'accablement est à son comble. Enfin, les voiles de l'Argus apparaissent à l'horizon. Mais l'espoir est de courte durée, car le bateau ne les a pas vus et disparaît. Les rescapés alors fabriquent une tente pour se protéger du soleil et s'étendre en attendant la mort. Fort heureusement, l'Argus réapparaît. C'est la fin du cauchemar. Mais sur les 15 personnes recueillies et ramenées à Saint-Louis, 10 seulement survivront. L'un des survivants, Savigny, profite de son retour à Brest pour rédiger un rapport qu'il remet au ministre de la Marine, le vicomte du Bouchage, le 11 septembre 1816.
Mais le préfet de police, Élie Decazes, un royaliste modéré, récupère ce rapport et le fait publier 2 jours plus tard dans le journal des débats pour nuire au ministre de la Marine. Le scandale est énorme. La monarchie a un mal fou à l'étouffer. Géricault, qui revient d'Italie en 1817, saisit cette occasion. Depuis longtemps, il rêve d'un sujet fougueux, épique, immense, spectaculaire, comme le jugement dernier de Michel-Ange qu'il a vu à Rome. En février 1818, il achète une toile de 5 mètres sur 7 et il commence à louer un grand atelier dans le faubourg du Roule à Paris. Géricault interroge longuement les rescapés. Il rassemble de la documentation. Le charpentier de la Méduse, Touche la Villette, lui fabrique une maquette du radeau. Pour étudier la mer et le ciel, il se rend au Havre. Il va à l'hôpital Beaujon pour observer les visages des agonisants, les cadavres, les membres amputés. Il ramène même dans son atelier des morceaux de cadavres pour en étudier la raideur et la couleur. Coréard, Savigny et Touche la Villette viennent poser dans son atelier. En juillet 1819, un mois avant l'ouverture du salon, le tableau de Géricault est enfin prêt. Les corps sont représentés en grandeur nature au premier plan, faisant entrer le spectateur dans la scène. Le ciel et la mer occupent un espace réduit et l'Argus n'est qu'une petite touche grise sur l'horizon. À gauche, ce personnage sans jambes ni bassin rappelle les scènes d'anthropophagie. Un père soutient le corps de son fils agonisant. L'avant du radeau est visible. Eugène Delacroix sert de modèle pour le personnage à plat ventre. Géricault a aussi fait poser Joseph, un modèle noir très à la mode à l'époque. À l'ombre de la toile déchirée, près du mât, Coréard montre à Savigny la fin de leur souffrance. On aperçoit une vague à gauche alors que la mer était calme quand le radeau a été repéré et il y a 20 personnes au lieu des 15 rescapés. La vérité historique laisse la place à une construction mouvementée et à un choix de couleurs suggestives. Le radeau de la Méduse peut s'analyser de différentes façons. Il y a d'abord un message de fraternité. On compte en effet 3 personnages noirs alors qu'il n'y en avait qu'un seul sur le radeau. Géricault se positionne ainsi clairement dans le camp de la lutte contre l'esclavagisme incarné par le gouverneur Schmaltz. Le tableau incarne aussi la France de cette époque, ballottée de toutes parts, déchirée par des luttes intestines. Michelet le dira d'ailleurs. C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière que Géricault embarque sur le radeau de la Méduse. Le succès du tableau tient aussi au fait qu'il s'inscrit dans un imaginaire universel. Avant la Méduse, il y a eu Robinson Crusoe et Vendredi, et presque 100 ans plus tard, il y aura le naufrage du Titanic. Je pense aussi à cet aviateur, Guillaumet, dont l'avion s'écrase dans les Andes en 1930, qui marche dans la neige pendant 5 jours en costume de tweed, qui sera recueilli et qui dira à Saint-Exupéry « Ce que j'ai fait, mais aucune bête au monde ne l'aurait fait ». Et cet imaginaire se renouvelle en permanence. Il y a 45 ans, il y a eu les boat people, et maintenant on assiste à la tragédie des migrants en Méditerranée. Avec ce thème universel, Géricault montre les limites de l'entreprise humaine, la frontière au-delà de laquelle d'autres forces l'emportent sur l'homme. Prendre la mer, au fond, c'est synonyme de quête, de richesse, d'opulence, par rapport à la survie dans les modes de vie traditionnels. Mais c'est aussi un lieu de risque, de désordre, d'imprévisible. Et c'est ce que ressent le spectateur face au tableau. Il salue le courage des rescapés, il admire l'aventure, mais il se réjouit aussi intérieurement de n'avoir pas eu à en partager les souffrances. Le radeau de la Méduse, aujourd'hui, c'est un peu nous tous, confinés, naufragés, luttant pour ne pas succomber au Covid-19, dérivant depuis des jours au gré de notre connexion Internet, et distinguant à peine la petite lumière au bout du tunnel, synonyme de déconfinement. Mais attention, cette petite lumière au bout du tunnel, ça pourrait bien être ça.